Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie Phil Foy et Emmanuel de me permettre de présenter les essais en cours sur ces nouvelles molécules inhibiteurs de la SBT dans l'atrésie des voies biliaires. Alors ça va être très rapide puisque c'est à un stade bien plus préliminaire que pour les PFIC et le syndrome d'Alagie. Donc, on va rapidement faire des petits rappels sur l'atrésie des voies biliaires que vous connaissez tous bien probablement, sur ces inhibiteurs de la SBT, mais finalement, on va reprendre des éléments qui ont déjà été évoqués, et puis les deux essais thérapeutiques en cours, puisque chacune des deux molécules citées a son essai en cours pour l'atrésie des voies biliaires. Donc, rapidement, l'atrésie, comme vous le savez, il s'agit d'une obstruction des voies biliaires qui survient en période néonatale et qui constitue du coup une cholangiopathie inflammatoire, mais qui reste d'étiologie inconnue, avec des facteurs environnementaux, infectieux, génétiques probablement, mais aucun n'est clairement identifié. Il s'agit de la cause la plus fréquente de cholestase néonatale et qui va donc conduire à la cause la plus fréquente de transplantation hépatique dans l'enfance. Donc, cette pathologie concerne une naissance sur 18 000 en France, en Europe, un peu plus aux États-Unis et encore plus en Asie. Donc, elle se présente de manière isolée dans la majorité des cas, mais peut être syndromique dans 20% des cas avec un pronostic plus sévère. Et donc, s'il n'y a pas de traitement mis en place, elle évolue de manière certaine vers une cirrhose biliaire dans les premières années de vie. Donc, le traitement qu'il existe à ce jour est chirurgical et consiste en cette chirurgie de Kasai qui est l'hépatoportoentérostomie. Donc, le principe est de dévier les acides biliaires et la bile du foie vers l'intestin par cette chirurgie de dérivation. Qui doit être réalisé le plus précocement possible pour espérer avoir le meilleur taux de succès, et donc si possible dans le premier mois ou en tout cas les 45 premiers jours de vie. Malheureusement, l'atteinte des voies biliaires intrahépatiques est très souvent présente, et du coup cette chirurgie ne permet pas une survie sans greffe dans l'enfance dans 3/4 des cas. Donc, on y associe des traitements, de l'acide urso-désoxycholique, un soutien nutritionnel qui va être très important chez ces enfants dans un projet de transplantation hépatique à court terme, bien sûr, des supplémentations vitaminiques et puis différents traitements qui ont été étudiés, mais qui n'ont pas montré d'efficacité, comme des corticothérapies, l'antibiothérapie, au moment de la chirurgie. Ce qu'il a été montré, c'était que le taux d'acide biliaire était associé à une amélioration de la survie avec un foie natif, mais finalement, cela correspond à l'amélioration de la perméabilité biliaire qui va permettre d'améliorer le taux d'acide biliaire, mais également le bilan hépatique, les signes d'hypertension portale, la taille de la rate, etc. Donc c'est sur cette hypothèse en tout cas que les inhibiteurs de la SBT dont on vient de parler pourraient avoir un rôle à jouer en inhibant finalement leur réabsorption au niveau iléal, en interrompant ce cycle entérohépatique des acides biliaires et donc en diminuant le pool d'acide biliaire et notamment dans le foie où on pourrait espérer une diminution de la fibrose au niveau hépatique et donc peut-être une amélioration du pronostic de la chirurgie de Kasai ou en tout cas un retard dans l'évolution de la cirrhose de ces enfants. Donc, concernant les deux molécules dont on vient de parler, l'odevixibat, l'essai que vient de montrer Emmanuel, donc l'essai de phase 2 qui a été publié cette année, était un essai ouvert qui a duré 4 semaines et qui évaluait chez 24 patients qui avaient une cholestase néonatale, peu importe la cause sous-jacente, on évaluait les acides biliaires, le prurite, le sommeil, et donc parmi les 24 patients de cette étude, 3 présentaient une atrésie des voies biliaires, et donc on voit que chez 2 patients sur 3, la concentration d'acide biliaire diminuait, notamment lorsqu'elle était basse. Chez le patient chez qui elle n'était pas très élevée, elle est restée basse. Associé à cela, le prurite, donc là vous avez tous les patients de l'étude. Globalement, on voit une diminution du prurite, et j'essaie de mettre un peu plus gras, je ne sais pas si on le voit bien, mais pour 2 patients
sur 3, le prurit diminue par rapport à l'état de base. Pour 1, ça a l'air de monter, mais peut-être qu'il s'agissait du patient qui n'avait pas d'acide biliaire très haut initialement. Ce traitement était bien toléré, comme on a pu le montrer, avec des effets secondaires légers, transitoires, qui n'étaient pas attribués au traitement. Notamment, pas de diarrhée ont été observées sur ces 4 semaines de traitement. Et puis une élévation transitoire des transaminases, mais qui était probablement liée à la pathologie sous-jacente et pas attribuée au traitement. Donc ce traitement a également une bonne tolérance dans les PFIC, et donc, comme on vient de le dire, il a obtenu l'approbation pour la PFIC cette année, et donc même l'AMM tout récemment. Concernant l'autre molécule, le maralixibat, qui lui donc a été approuvé aux États-Unis dans le prurit du syndrome d'Alagille, comme vient de le montrer Emmanuel, il diminue les acides biliaires, il améliore le prurit, la croissance également, puis les autres effets, les autres paramètres du syndrome d'Alagille, comme l'exanthome notamment, avec une bonne tolérance également. Et donc les études sont en cours pour la PFIC, et donc pour les PFIC, et donc pour ces 2 molécules dans l'atrésie des voies biliaires. Pour l'odevixibat, il s'agit de l'étude BOLD qui est en cours. Donc c'est un essai de phase 3, randomisé en double aveugle versus placebo, donc depuis un peu plus d'1 an, 1 an et demi, avec plus de 70 centres qui participent dans le monde, avec des inclusions qui sont en cours jusqu'en milieu d'année 2024 et qui visent à évaluer l'efficacité de l'odevixibat et sa sécurité chez les patients atteints d'atrésie des voies biliaires après la chirurgie de Kasai. Donc en France, à ma connaissance, il y a 6 patients inclus à ce jour, parmi près d'une centaine inclus sur les 200 visés par l'étude. Donc le critère de jugement principal est la survie avec un foie natif après 2 ans de traitement. Les critères secondaires sont le délai d'apparition pour les complications sentinelles, on va dire, de l'atrésie des voies biliaires, c'est-à-dire l'échec de la chirurgie de Kasai avec l'évolution vers la cirrhose, les signes d'hypertension portale. Donc le design de l'étude, c'est que parmi les 200 patients inclus, le traitement, ils vont être randomisés dans les 3 semaines qui suivent la chirurgie de Kasai, et donc randomisés à 1 pour 1, avec la moitié qui va recevoir le placebo et l'autre moitié qui va recevoir l'odevixibat à la concentration de posologie de 120 microgrammes kilo jour pendant 2 ans, et donc évaluer la survie avec le foie natif. Et puis il y a un projet d'étude d'extension dans les suites également. Donc, voilà pour cette étude BOLD. L'autre étude concernant le maralixibat est l'étude EMBARQ, qui, elle, concerne moins de centres, notamment en Amérique du Nord, et puis un centre en Allemagne également, qui a commencé plus récemment cette année en juillet, et qui va s'étaler sur moins longtemps, puisque le traitement est évalué sur une plus courte période de 6 mois. Donc c'est un essai de phase 2, randomisé en double aveugle contre placebo, qui évalue les mêmes critères d'efficacité et de sécurité du maralixibat dans l'atrésie des voies biliaires après la chirurgie de Kasai, et donc qui prévoit d'inclure 72 participants. L'inclusion se fait sur le même principe, donc dans les 3 semaines qui suivent la chirurgie de Kasai, avec une randomisation 1 pour 1, avec la moitié qui reçoivent le placebo, l'autre moitié le maralixibat, à une posologie qui est supérieure à celle qui a été évaluée dans le syndrome d'Alagille et les PFIC, donc de près de 600 microgrammes kilo par jour, et puis une phase d'extension qui sera possiblement continuée, en tout cas après ces 6 mois de traitement. Donc voilà pour les 2 études en cours. Donc on attend avec impatience des résultats pour ces patients, puisque ces traitements semblent prometteurs, en tout cas pour le prurit à ce jour. On espère qu'ils puissent améliorer le pronostic de la chirurgie de Kasai. Ça reste à prouver, bien sûr. En tout cas, si la chirurgie de Kasai, si le pronostic ne peut pas être amélioré, on peut quand même espérer que ces traitements puissent retarder l'évolution de la fibrose, de la cirrhose chez ces patients, et permettre peut-être de les greffer un peu plus tard que ce qu'ils sont actuellement. Les greffer à 4 ou 5 ans, c'est toujours mieux que de les greffer dans les 2 premières années de vie. Et puis, sur le long terme, on peut espérer qu'ils améliorent le prurit, la croissance, l'absorption des vitamines, etc. chez ces patients. Voilà, je vous remercie de votre attention.
pas s'il y a des questions sur le chat également. Bonjour, effectivement, il y a une question sur le chat de la part de Muriel Girard qui vous demande quelle est la différence entre les deux molécules maralixibate et odexivibate, merci, en termes de fonctionnement notamment. À ma connaissance, il n'y a pas de grosse différence. Les deux permettent d'inhiber la réabsorption des acides biliaires au niveau iléal. Je ne pense pas qu'il y ait de différence. Je ne sais pas si Emmanuel, tu as une notion de différence. Dans le mécanisme. J'ai une question mécanistique. Donc, le but de ces inhibiteurs, c'est d'interrompre le cycle entérohépatique des acides biliaires. Bon, ça, on l'a bien compris. Alors, l'atrésie des voies biliaires, il y a une intervention chirurgicale correctrice qui ne permet pas de rétablir le flux biliaire dans tous les cas. Ça dépend un petit peu effectivement de l'expertise des centres et des chirurgiens et puis de l'âge auquel le patient est opéré. Mais néanmoins, il y a globalement peut-être 40% d'échecs primaires, c'est-à-dire de non-rétablissement du flux biliaire, et donc une interruption du cycle entérohépatique des acides biliaires. S'il n'y a pas de rétablissement, il y a de fait une interruption. Et donc, j'ai loupé quelque chose là. Quel est l'intérêt de poursuivre un inhibiteur si on est en échec de Kasai? Alors, dans l'étude, en tout cas de Bold, il est prévu d'interrompre le traitement lorsqu'on conclut un échec de Kasai. Donc, à 3 mois, si on ne restaure pas un flux biliaire avec une bilirubine qui reste basse, on arrête le traitement. Ça, c'était parce que le critère principal est d'évaluer la survie avec le traitement. Personnellement, je pense qu'il y aurait peut-être un intérêt quand même à le poursuivre. Enfin, en tout cas, il faudra voir avec l'évolution et le futur, puisque peut-être que ça pourrait quand même diminuer ce pool d'acide biliaire, peut-être retarder l'évolution de la fibrose, même en cas d'échec de Kasai. Mais après, ça reste un sentiment personnel. Vous dites que vous interrompez le traitement en cas d'échec de Kasai. À quel moment évaluez-vous l'échec de Kasai? Quand est-ce qu'on décide, enfin, quel est le critère qui permet de définir l'échec de Kasai? Classiquement, on définit l'échec de Kasai primaire à 3 mois, à peu près à 3 mois, non enfin, en tout cas, plus ou moins 3 mois si on ne diminue pas la bilirubinémie chez ces patients. Après, certains vont avoir leur bilirubine qui va baisser un peu après. Certains vont avoir une bilirubine qui va baisser initialement, puis finalement évoluer quand même vers de l'hypertension portale. Donc, il n'y a pas de critères. Oui. Voilà. Mais les patients sont quand même évalués dans l'étude. Ils vont quand même être... Oui. Oui. Oui, on ne va pas vraiment pouvoir évaluer le prurite chez ce patient. Ce n'est pas l'objectif primaire dans ces études. Non, c'est les acides biliaires. C'est les acides biliaires, oui. Et puis pour le maralixibate, c'est la bilirubine même. Donc c'est voir si ça permet d'améliorer le succès du Kasai. J'ai une question pour le syndrome d'Alagine. Donc, bravo parce que finalement, c'est les seules vraies données publiées aujourd'hui dans ces produits, dans ces inhibiteurs d'ASBT. Mais quand on regarde, que ce soit un produit ou un autre, en divers abstracts, les doses sont finalement très différentes selon les maladies. Et finalement, j'en reviens à ce que tu disais à la fin, puisque c'est les seules données publiées dans le Lancet pour le maralixibate dans l'allergie. Finalement, un patient qui ne répond pas, jusqu'où peut-on aller en dose? Est-ce qu'il y a une limite? On a vu qu'ils avaient tous globalement les mêmes effets secondaires, quelle que soit la dose. On n'a pas vu de facteur limitant, il doit bien y en avoir un. Je pense que pour l'instant, on n'a pas la réponse à cette question. Et donc, il va y avoir des choses exploratoires à faire dans le cadre de molécules qui vont être approuvées ou qui vont être utilisées dans le cadre
en dehors d'un cadre d'essai clinique. Et donc, c'est toute notre responsabilité en France et aussi à l'international d'évaluer de manière rigoureuse les différentes stratégies pour mieux préciser les choses. Oui, Angela Leburg, donc je ne suis pas du tout dans ce réseau et c'est une question d'autant plus, disons, je ne suis pas habituée à ces maladies-là. Mais j'ai une question concernant d'abord la transplantation. Est-ce que pour un enfant transplanté, quel est le risque de récidive après transplantation? Et puis deuxièmement, j'ai vu votre explication sur le traitement donc sur l'acide urso-désoxycholique. Quand il y a une trop grande sténose, enfin des sténoses importantes, est-ce que l'acide urso n'a pas un risque de rendre la situation parfois, en fonction de la dose, un peu plus complexe? Merci pour ces questions. Donc pour répondre à la première sur les récidives après transplantation, là il s'agit d'une maladie congénitale malformative qui finalement ne récidive pas comme on peut le voir pour des maladies auto-immunes. Voilà, donc il n'y a pas de récidive de la maladie après la greffe. Après, sur le succès de la greffe au long terme, ça va dépendre de différentes complications potentielles qu'il peut y avoir, que ce soit artérielles, veineuses, biliaires, etc. D'immunosuppression également, de rejet. Pour répondre à votre deuxième question sur l'acide urso-désoxycholique, c'est vrai que c'est un traitement qu'on va mettre assez facilement d'emblée chez ces patients qui ont une cholestase néonatale. Effectivement, peut-être que leur effet est incertain ou en tout cas nul chez les patients qui n'ont pas du tout de perméabilité des voies biliaires. Dans les suites de la chirurgie de Kasai, on peut espérer que ça aide au drainage de la bile et à la restauration du flux biliaire après la chirurgie. Ouais, pour compléter la réponse de Mathias, on n'a pas eu d'évaluation comme dans la CSP avec ce débat autour de trop d'urso, trop d'acide biliaire, etc. Donc nous, on utilise l'acide urso-désoxycholique en pédiatrie sans aucune étude, sur la base d'aucune étude randomisée digne de ce nom. Et c'est vrai qu'on utilise des doses finalement de 600 mg m² jour qui sont assez importantes, mais on n'a pas observé, en tout cas moi j'ai pas observé de signal, je dirais de mauvaise tolérance, que ce soit digestif ou que ce soit hépatique chez ces patients. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu de réelle évaluation traitement versus placebo. Et pour mes collègues, je dirais les plus expérimentés, je ne sais pas si vous avez observé chez quelques malades des réactions paradoxales à l'urso dans ces maladies. Mais... Non, de l'acide urso-désoxycholique, c'est contre-indiqué en cas d'obstacle biliaire. Donc c'est toute la question. Nous, on prescrit aux enfants qui ont une atrésie, qui, même quand ils restent ictériques et sans rétablissement du flux biliaire avec Kasai, mais c'est vrai que ça fait partie des contre-indications. Mais il n'y a jamais eu d'études, en tout cas dans cette population, qui démontre un effet nocif et une progression plus rapide de la cirrhose et des complications. Une dernière question, Pierre, et après, Dominique. Une question auquel tu ne pourras pas répondre. Finalement, on parle de l'acide urso et des inhibiteurs d'ASBT. Finalement, quel est l'effet des inhibiteurs d'ASBT sur l'absorption de l'urso quand on l'en donne par voie orale? Alors ça, il ne faut surtout pas que Henkan ait entendu cette question, parce que sinon il est capable de passer 1 heure à disserter avec toi de tout ça. Et donc c'est une très bonne question que vous discuterez pendant le déjeuner. Allez, Dominique.